Eh salut mes petits canards. Bienvenue dans l'épisode 15 de la construction de ma maison conteneur. T'as vu Gaston où je fais l'intro de mon épisode 15? Ouais, je viens de marcher dans la boue et papa, montre-leur comment ça a bien avancé. Oui, ça a bien avancé la maison conteneur. Hein. Finalement, on a tout fait en pierre. C'est parti pour l'épisode 15. Électricité, ça va pas être rigolo. Hein. Pour ceux que ça intéresse pas, ça va être un peu long. Passez peut-être à l'épisode 16 s'il est déjà sorti ou une autre vidéo s'il n'est pas sorti. Voilà. Là, aujourd'hui, on va aussi faire une deuxième chose, c'est qu'on va attaquer l'électricité de la maison conteneur. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas l'attaquer maintenant parce qu'on a quand même bien avancé. Évidemment qu'on avait tiré tous les câbles et toutes les gaines avant. Mais je vous avais dit qu'on reviendrait dessus pour que je vous donne la méthode. Il se trouve quand même que sur ma chaîne, il y a déjà beaucoup de vidéos sur les installations électriques, notamment une vidéo sur le câblage des boîtes de dérivation, enfin d'une boîte de dérivation qui me semble judicieux. Dans certains cas, c'est ce qu'on va faire. Néanmoins, je vous donnerai quand même pas mal d'informations là-dessus. Et puis, vous allez nous voir un peu en accéléré, et puis je vais quand même vous l'expliquer, tirer globalement tous les fils dans toutes les gaines de l'habitation. Vous voyez, il y a plusieurs gaines là qui sont en attente. Interrupteur salon, cuisine, interrupteur extérieur, donc lumière extérieure, d'accord? De la même manière, il y a plein de gaines de partout, donc là, pour ça, on va tirer des fils dans les gaines. Dans une habitation, on passe parfois du RO2V, comme par exemple les câbles qui sont là, alors là, on les a dénudés, donc vous voyez pas grand-chose, mais voilà. On peut passer ça, d'accord, du RO2V, ou passer une gaine vide, et ensuite, y mettre du fil à l'intérieur. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est la même chose d'un point de vue des normes. La seule chose qu'il faut préciser, c'est qu'un câble RO2V pour rester nu, c'est-à-dire que quand il traverse une paroi, il faut qu'il passe dans une gaine, mais dans la mesure où il ne traverse pas une paroi, il peut rester nu derrière un doublage, accroché avec des riselants, il peut rester nu dehors en façade pour une lumière extérieure. Par exemple, ça, c'est un câble, bon, il est très très long, hein, on a dû un peu se louper sur la coupe, mais c'est une lumière extérieure qui sera dans le doublage. Ça pose pas de difficulté. Le câble est autoprotégé en fait par sa gaine en PVC qui est anti-UV et donc à ce titre-là, c'est normé, pas de souci. Dès que ce câble devient apparent, il est rare qu'on mette une gaine parce que la gaine, soyons bien clairs, cette gaine-là, elle est faite pour être encastrée, d'accord? Si vous la laissez à l'air libre, si par exemple vous la laissez dehors sur un point d'allumage extérieur, eh bien elle va s'abîmer avec les UV et finir par laisser les fils nus à l'extérieur. Et ça, on ne le veut pas, évidemment. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que parfois, c'est très pratique de tirer du câble versus de la gaine dans laquelle derrière, il faudra tirer du fil. Vous allez me dire, on peut mettre de la gaine préfilée. Oui, mais de la gaine préfilée, d'abord, il faut savoir que c'est pas beaucoup moins cher, voire même c'est plus cher que d'acheter de la gaine d'un côté et du fil de l'autre. Et parfois, il y a des problématiques de couleur. Des fois, on tire du 1.5, on tire du 2.5. Parfois, quand on tire du 1.5 pour de l'éclairage, eh bien, on met des couleurs spécifiques. Et dans le pré-câblé, il n'y a que du vert jaune, rouge, bleu. Donc, à ce titre-là, ben, c'est pour ça que chaque électricien fait un peu à sa manière. Hein. Nous, on fait très souvent un mix entre le RO2V et la gaine. En termes de coût, je regarde pas trop, pour être très honnête. Je regarde pas trop parce que eh bien, je me dis que le temps gagné à la réalisation, c'est beaucoup plus important que la petite différence de prix qu'il peut y avoir entre une couronne de pré-câblé, une couronne de RO2V ou une couronne de vide et 3 bobines de fil de l'autre. Voilà. Donc, en parallèle du travail qu'on va faire aujourd'hui dans la chambre, on va tirer les fils électriques. Ça va être principalement de l'interrupteur, quelques alimentations spécialisées comme machine à laver le linge, chauffe-eau, four, plaque 32 ampères. On va vite fait les passer en revue et puis je vous donnerai des indications là-dessus. Mais ça, on trouve assez facilement, notamment dans des petits manuels électriques. Si vous avez regardé mes tutos d'électricité, vous savez que je fais souvent référence à des petits livrets qui sont donnés par les fournisseurs ou les fabricants plus généralement de matériel électrique, qui sont souvent très très bien faits et qui reprennent l'ensemble des normes importantes à respecter. Donc, première étape, c'est la boîte de dérivation. Si vous voulez aller voir la vidéo sur ma chaîne de la boîte de dérivation, vous cliquez sur le lien là, qui est là ou là, je sais jamais. Et vous allez sur cette miniature-là, enfin sur le lien en tout cas, si vous voulez la voir, vous la marquez à regarder à plus tard, et puis vous pourrez regarder tranquillement. Mais en gros, on va faire une boîte de dérivation qui va reprendre principalement l'éclairage, tous les interrupteurs, tous les points lumineux de l'habitation. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'aime bien faire. Cette boîte de dérivation, elle sera logée là-haut, là, je pense, côté gauche. Et donc, du coup, on va ici mettre un petit collier pour venir accrocher en attente l'ensemble des gaines qui sont concernées par cette boîte de dérivation ici, pour pouvoir raccourcir les gaines et tirer les fils à partir de là. Ça permettra d'avoir moins de pertes sur le tirage des lignes, d'accord? Donc ça, vous allez nous voir en accéléré le faire. Ensuite, on va commencer à préparer les fils. Donc là, on a notre stock de fils qui est ici. Je crois qu'on a oublié la bouteille de Yellow. La bouteille de Yellow, vous savez ce que c'est? C'est de la graisse spéciale pour
Alors c'est pas de la graisse en réalité, c'est plutôt du savon, si on devrait dire quelque chose, qui permet d'aider un peu à passer les fils quand les gaines sont difficiles. Souvent dans le neuf, si c'est bien tiré, il n'y a pas trop de difficultés, on arrive à les tirer, mais parfois quand c'est difficile, il faut savoir qu'il faut utiliser ce type de graisse de tirage. Voilà. Tiens. Bon, donc là Vincent, voilà, il vient d'accrocher tout le faisceau de gaines ici, là, d'accord. Ça c'est ce qui ira à la boîte de dérivation, c'est juste pour le confort. Du coup on raccourcit les gaines, parce qu'on va tirer les fils dans les gaines, c'est bien ça qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup on les réétiquette, parce qu'elles sont étiquetées de gaines, donc on les réétiquette correctement à l'endroit où elles vont s'arrêter, provisoirement ou pas. Ok, donc là on a déjà tiré pas mal d'interrupteurs. Donc pour chaque alors en fait ici sur ce chantier on n'a pas de va-et-vient. Je suis un peu désolé parce que j'aurais bien aimé vous montrer un simple allumage et un va-et-vient. On n'a pas de va-et-vient, mais c'est pas très grave parce que sur ma chaîne dans les schémas d'électricité, encore une fois le câblage de la boîte de dérivation, vous allez trouver plein d'infos là-dessus si vous cherchez quelque chose. On tire des interrupteurs qui sont que des simples allumages dans cette habitation, c'est simplifié au maximum. Donc ça veut dire quoi? Qu'on tire 2 couleurs de phase dans chaque interrupteur, d'accord? Ça par exemple c'est l'interrupteur CH2, donc l'interrupteur CH2, on a 2 couleurs de phase, c'est important d'avoir des couleurs de phase. Attention de ne pas tirer ça avec du bleu, ou alors si vous tirez ça avec du bleu, parce que vous avez par exemple tiré un héros de B, eh bien sachez que vous devez baguer le bleu. Ça c'est des problématiques en électricité. C'est-à-dire quand on utilise du bleu pour autre chose que ce qu'il est théoriquement prévu d'être, c'est-à-dire le neutre, eh bien il y a la nécessité de le baguer d'un côté et de l'autre pour être conforme dans les normes. Okay, donc là, nous, on tire nos fils, donc on est dans un schéma idéal, on n'a pas fait ça avec des câbles, des RO2V en tout cas, donc on tire 2 couleurs de phase dans chaque pièce. Vous voyez qu'il y a 2 couleurs de phase. Voilà. Tout à l'heure, quand on tirera, ou tout à l'heure ou la prochaine fois, quand on tirera des lignes un peu plus longues, parce que là en fait Vincent il se débrouille tout seul, il arrive à les tirer tout seul parce que c'est court, eh bien je vous expliquerai un petit peu la méthode quand on tire des fils à 2, comment faire pour bien y arriver, parce qu'honnêtement c'est pas le genre de truc, enfin il y a quand même une méthode pour que ça se passe bien. Donc ça c'est une gaine dans laquelle il y a 2 simples allumages. Il y a le simple allumage du salon qui est ici, et il y a le simple allumage de la partie gauche là, c'est-à-dire cuisine, couloir, qui va là et qui va là. Donc là on va tirer 2 fois 2 fils avec 2 fois 2 couleurs de phase. Partout dans l'habitation, on a tiré là, pour simplifier la vie, du rouge et du marron. D'accord. Là, il est évident que dans cette gaine-là, on va utiliser d'autres couronnes pour avoir d'autres couleurs de phase. On va utiliser du orange et du noir, ce qui nous fera 4 fils en couleur de phase. Ça sera plus facile au moment du câblage des interrupteurs et de la boîte de dérivation de savoir lequel est lequel. Voilà, on n'aura qu'à simplement respecter d'un côté de l'autre les choses. Ensuite, concernant la boîte de dérivation, je ne veux pas déflorer la vidéo sur l'intérêt de faire une boîte de dérivation et comment on fait une boîte de dérivation en éclairage. Mais en 2 mots, vous savez que tous les points lumineux de l'habitation, eux, vont à la boîte de dérivation aussi. Et c'est donc là que va se passer le câblage de l'alimentation qui arrive du tableau, l'interrupteur qui arrive et le point lumineux qui arrive. Et tout ça sera câblé à l'intérieur même de la boîte de dérivation. Voilà ma méthode. En ce qui concerne enfin l'électricité, je vais vous mettre là tout de suite dans le tableau le coût de toutes les gaines, tous les câbles et le coût estimé des fils. Parce que les fils, c'est évident qu'on a un gros stock qu'on utilise régulièrement. Donc je vais quand même rajouter ce que ça vaut pour que vous ayez une idée du volume global du coût du tirage des réseaux électriques. Là, je parle simplement des gaines, des fils, des câbles RO2V, des colsons, des embasses à colson, c'est-à-dire des colliers qui tiennent un petit peu nos gaines qu'on a utilisés au tout début du chantier quand on a tiré les réseaux. Et à cette époque-là, je ne vous avais rien dit là-dessus, mais je vous avais dit on en parlera plus tard. Donc voilà le coût de cette partie-là, d'accord. C'est pas très important parce que c'est une petite habitation, soyez bien clair. Il n'y a pas des grandes surfaces, il n'y a pas des grandes longueurs, il n'y a pas énormément de gros câbles, donc c'est plutôt raisonnable, vous le voyez. Mais encore une fois, dans le bâtiment, ce qui coûte surtout cher, quand vous voyez par exemple la facture d'un électricien, c'est pas forcément les fournitures. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez, les fournitures sur un chantier de construction, au global, en général, dans la plupart des cas, qu'est-ce que c'est la partie coût des matériaux dans une facture de, par exemple, 10 000 € d'un artisan qui vous ferait un petit peu tout? Quelle est la part de fourniture qu'il a, d'accord? Eh bien, sachez que c'est... Je vais pas vous le dire. Ah ouais, je vais pas le dire. Je vais voir un peu si dans les commentaires, il y en a qui s'en approchent. D'abord, la bonne réponse qu'il faut savoir, c'est que c'est une réponse de comptable qui, au global, dans la France entière et dans toutes les entreprises qui font dans le bâtiment, peuvent faire un petit peu des moyennes. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent les contrôleurs fiscaux quand ils viennent contrôler des entreprises, parce qu'en fait, ils ont des référentiels, c'est-à-dire, bon, il y a une fourchette basse, une fourchette haute. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, et puis dans le prochain épisode, promis, je vous mets le résultat.
Bah, je vous mets la bonne réponse. Et le gagnant, il gagne quoi? Et le gagnant, ça me demande, et le gagnant, il gagne quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait gagner? Là, tu l'inviteras chez toi, une semaine en vacances, non? Tranquille, hein? Tranquille, avec la visseuse. C'est joli, beau quand c'est joli. Voilà, et c'est là qu'il y a les 4 fils avec 4 couleurs de face différentes, d'accord? Quoi? Hein? Une boîte double. Ça. Ah oui, du coup là il faut une boîte double. Ouais. Tu l'avais acheté, hein? Ouais. Mais je crois que je l'avais ramené là. D'accord. La neige a fondu. Attends. Allez. Pardon. Bon? Ouais. Pourquoi tu rigoles? Le petit canard, on va tirer quelques lignes ensemble. On va en tirer 2 ensemble, d'accord? On va tirer un redevez dans une gaine. Ça, c'est pour le chauffe-eau. Je tire du redevez, je suis pas du tout obligé. Cherchez même pas à comprendre pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que potentiellement, on va peut-être pas sortir exactement au bon endroit. Donc, je vais avoir le loisir de pouvoir un peu me balader en apparence si j'ai besoin derrière le chauffe-eau. Bon. Et on va tirer aussi le sèche-linge, par exemple. Donc, sèche-linge, ça sera ces 3 couronnes de fil en 2,5 mm². Pourquoi 2,5? Parce que le sèche-linge, le lave-linge, le lave-vaisselle, le four, par exemple aussi, sont des prises spécialisées. Ce qu'on appelle spécialisées, ça veut dire qu'elles sont direct tableau. Elles ne sont pas pointées sur d'autres prises. Elles vont directement au tableau et elles sont assorties d'un disjoncteur 20 ampères. Donc, on a besoin de le câbler ça en 2,5. Le chauffe-eau, c'est aussi du 2,5. Donc là, j'ai un haut redevez 3 x 2,5. Ça me donne l'occasion de vous montrer comment je fais. Allez, on va commencer par le fil. Donc, je vais accrocher 3 fils dans la gaine du sèche-serviette, du sèche-linge. Pardon. Donc, je vais vous montrer comment j'accroche les 3 fils à l'aiguille, d'accord? Et ensuite, je vais vous expliquer la méthode pour le tirage, parce que souvent, le tirage, alors là, c'est un petit chantier où les distances sont très courtes. Donc en réalité, on n'a pas vraiment besoin ni de yellow, ni forcément d'être 2. Mais il faut savoir que quand on fait du tirage de fil dans des gaines, souvent, très souvent, il est nécessaire d'être 2. Et s'il est nécessaire d'être 2, au-delà de tout, il faut avoir une méthode avec son collègue avec qui on tire les fils pour ne pas avoir de problème. Ça, je vais vous l'expliquer. Première chose, comment est-ce qu'on accroche ça à la petite aiguille qui est à l'intérieur de la gaine du sèche-linge, qui est où? Tiens, ça doit être ça. Sèche-linge, voilà. Donc, ce sera celle-là. Donc, comment on accroche des fils comme ça à cette petite aiguille qui est à l'intérieur de la gaine? Eh bien, moi, voilà la méthode que moi j'utilise. Je mets les 3 fils comme ça, légèrement à des distances un petit peu différentes, d'accord? Pour que le démarrage soit le plus doux possible au moment des frottements dans la gaine, d'accord? Je prends du scotch électricien et là, je fais des tours très serrés sur les 3 fils. Et je remonte comme ça pour petit à petit arriver sur le seul fil rouge qui est tout en haut. Ok. Là, quand j'arrive au fil rouge, qu'est-ce que je fais? Je lui fais une pliure comme ça, je le fais revenir dedans comme ça. Et là, je continue mon scotchage. Voilà. Arrivé à ce stade, je garde ça comme ça avec le scotch dessus et je m'occupe de la gaine. Alors, la gaine, on a notre petite aiguille qui est ici. En réalité, on va un petit peu la raccourcir, la gaine. Donc, je vais me mettre ici, ça ne sert à rien d'aller trop long. Et là, je coupe simplement la gaine, mais pas la petite aiguille qui est à l'intérieur, d'accord? Donc, je fais une entaille autour de la gaine et là, je coupe. Il me reste mon aiguille qui est accrochée au bout avec ma petite étiquette. Qu'est-ce que je fais? Je vais couper ici. Pourquoi? Parce qu'en coupant ici, je vais récupérer un petit bout d'aiguille là, qui est là en attente. Accessoirement, ma petite étiquette avec marqué sèche-linge, eh bien ça, j'en aurai besoin. Donc je la coupe, je la réserve, je la mets sur le côté, d'accord? Maintenant que j'ai fait ça, je prends mon aiguille qui est ici. Je prends mes 3 fils en 2,5, je viens passer mon aiguille à l'intérieur, d'accord? Et là, je fais un tour comme ça, très serré sur le fil. Et ce fil, je le fais descendre tout en bas. Un seul tour, c'est dans des cas de figure où vous n'avez pas trop de difficultés au niveau du tirage. Vous savez que vous n'allez pas devoir forcer comme des malades à tirer par exemple 50 mètres d'un redevez dans une gaine enterrée dans le sol, un peu incertaine, avec beaucoup de difficultés. Je reviens avec mon scotch partout sur l'aiguille pour ne pas la gêner. Là, à partir du moment où j'ai fait ça, ben là, je suis prêt à aller tirer mon sèche-linge. Donc, le tirage des gaines, comment ça se passe? Le tirage des gaines, c'est en réalité... encore une fois, là c'est facile, mais si c'est difficile, l'idée c'est que vraiment vous allez pouvoir avancer le fil dans la gaine que dans la mesure où vous êtes très synchro avec votre collègue avec qui vous tirez. Nous, la manière dont on fait avec Vincent, c'est que très souvent, en fait, on se parle toujours de la même manière, c'est-à-dire que moi je pousse et il tire par exemple, ou l'inverse.
À chaque fois que je pousse, je dis allez, allez, allez. Et lui, pareil, quand il tire, il dit allez, allez. S'il y a un problème, parce qu'à un moment donné, par exemple, des fois, hop, voilà, on se retrouve emmêlé parce que le fil passe dessous. Surtout, il faut lui dire stop. Et là, il s'arrête de tirer parce qu'en fait, vous avez besoin d'un petit peu de temps pour remettre le fil comme il faut, pour pouvoir repousser. Et ensuite, vous lui redites allez. Et à partir du moment où il dit allez, bah, les deux, vous dites allez jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dit stop. Parfois, c'est lui qui, en tirant de temps en temps, ne peut plus tirer parce qu'il arrive au bout, par exemple, avec son aiguille, il dit stop. Moi, j'arrête de pousser. Lui, il reprend son aiguille un peu plus court. Allez, et on repart. Voilà. Ce qui fait casser les aiguilles, casser les raccordements tels que celui que vous avez vu là dans les gaines, c'est quand on n'est pas synchro. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est que s'il y en a un qui arrête de pousser ou l'autre qui arrête de tirer, il faut qu'il dise stop à l'autre pour que vraiment ça ne se fasse pas. Et ensuite, il y a une question de rythme, c'est-à-dire à chaque fois que je vais pousser, il dit allez, allez, et je pousse. Et en fait, lui, inconsciemment derrière, en fait, il va donner de l'impulsion et tirer fort à chaque fois sur le même rythme que moi. Et c'est ça qui fait avancer. Prenez par exemple une gaine qui est très longue et avec des parcours un peu sinueux, des virages, etc. Parfois, c'est très très dur. Si vous mettez un mec qui tire comme un bœuf d'un côté et un mec qui pousse comme un bœuf de l'autre, ça ne passera pas. En réalité, si vous ne faites pas cette oscillation de allez, 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 et limite, c'est ça qui est bien pour que le fil passe dans la gaine, c'est qu'il n'y ait pas une tension continue et régulière, mais qu'il y ait en fait des à-coups. Parfois même, ça arrive quand ça devient très très dur, en fait, ça arrive de faire ça. C'est-à-dire, moi je pousse, et en réalité, je retire un peu en arrière, et je repousse, et allez, et allez, et allez. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on arrive au bout. Si vous poussez comme un malade et vous tirez comme un malade de l'autre, la seule chose que vous allez faire, c'est casser l'aiguille. Voilà. Donc, très important de pouvoir se parler. Ça nous arrive souvent avec Vincent, il est là, il peut en témoigner. De s'appeler sur le téléphone portable. Mettons, on tire un étage en haut, un sous-sol en bas, on ne peut pas s'entendre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle, on pose les téléphones portables, on les met sur haut-parleur et au moins on est synchro dans la manière. Si vous n'êtes pas synchro, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous n'allez pas réussir à passer votre fil dans la gaine, soit vous allez casser l'aiguille, c'est-à-dire casser à un moment donné le raccordement qui est fait, somme toute, avec du fil. Voilà. Il y a des possibilités de pouvoir accrocher ça légèrement plus solidement en faisant plus de tours, etc. Mais ça, bon, chacun fait un peu sa méthode à lui. Donc ça, c'est bon, on va faire un tirage ensemble avec Vincent, on va tirer le sèche-linge. Encore une fois, ici, on est sur un cas de figure hyper facile. Si ça avait été difficile, il y a une chose qui aide beaucoup les électriciens, c'est de passer donc du yellow à l'intérieur. Ce yellow, c'est ce petit savon qui fait office de lubrifiant pour aider à passer les fils dans les gaines. Allez, tu vas tirer la gaine. Je mets là comme ça. On fait comme si c'était hyper long, hyper dur, d'accord? Je ne sais pas si vous me voyez bien. Vous allez surtout voir le trou de mes narines, je crois. Mais... ouais. Bon, t'es prêt? Ouais. T'es prêt? Je t'entends pas. Ouais. Allez. Alors là, imaginons que j'ai un bug dans mon fil. Allez, allez, stop. Là, il arrête de tirer. Je remets mes fils bien droits, je débug le truc. Et là, je dis allez. Et là, ce qui peut se passer, c'est que lui aussi il dit stop. Parce que par exemple, il n'arrive plus à tirer son aiguille. Il dit stop pour voir. Ah, il m'a dit stop, j'arrête. C'est bon? Allez. Vous voyez, je fais vraiment cette oscillation là. Et si ça devient dur, eh bien, je fais ça. Je pousse, je tire un petit peu. Je pousse plus que ce que je tire. D'accord? Je pousse, je tire. Je pousse, je tire. Allez, 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 allez. Voilà. Stop. En faisant ça, eh bien, lui, en fait, inconsciemment, quand il tire, il va se caler sur mes allez, allez, allez. Donc, il va tirer, lâcher, tirer, lâcher, tirer, lâcher. Et c'est ça qui fait passer les fils dans les gaines. Viens là, s'il te plaît, devant, tu me filmes avec le téléphone. Je vous assure, hein, si un jour vous avez une difficulté, pensez à moi, utilisez ma méthode et vous m'en direz des nouvelles. Donc à partir de là, ça c'est le sèche-linge, d'accord? Là j'ai bien 50 cm de truc, pas de difficulté. Là j'ai ma ligne, je reprends ma petite étiquette pour ne pas avoir à la réétiqueter 12 fois. Je la fais passer dans mes fils comme ça. Et là, je viens faire ça. Une petite pliure, un petit tour. Et on redescend vers le bas. Et ça attendra le jour où on câblera le tableau électrique. Je suis toujours étiqueté. D'accord. Maintenant, je vais faire la même chose avec le RO2V qui est ici, qui est le RO2V pour le chauffe-eau. Alors là, je coupe un petit peu la gaine autour de mon RO2V. Il fait froid, du coup, il est hyper dur. Ouais. Voilà. Allez, donc là, même topo. Là, par exemple, typiquement, je n'ai pas vraiment besoin de tout garder. Donc, par exemple, je vais supprimer le bleu. D'accord. Je vais faire une pliure sur mon vert jaune et mon rouge.
je me mets comme ça, je reprends mon scotch électricien, je repars de là par exemple. Bien serré, hein. Le scotch c'est bien serré. Le scotch sur des fils, plusieurs fils comme vous m'avez vu accrocher tout à l'heure, dans la mesure où vous scotchez une dizaine de centimètres, eh bien c'est très résistant, vraiment pour l'habitation, il n'y a pas besoin de plus. Si vous tirez dehors du fil à l'extérieur avec des très grandes longueurs, ben vous scotchez 20 cm de fil et vous allez voir que ça va fonctionner très bien aussi. Donc là, j'ai mon attente, mon RO2V pour mon chauffe-eau qui est là. La gaine du chauffe-eau, c'est celle-là. On refait la même opération. Je vais mettre ici. Je coupe la gaine autour. Je coupe ici pour garder un petit bout d'aiguille. Je garde ma petite étiquette chauffe-eau. Voilà. Je reprends mon chauffe-eau qui est ici. On va là. Alors, on fait gaffe de ne pas trop tirer l'aiguille. C'est important d'accrocher les aiguilles d'un côté et de l'autre pour ne pas les perdre dans les gaines, d'accord? Un virage très serré sur le bout du fil. Et là, je viens scotcher comme ça. Même le scotch, il ne veut pas y aller parce qu'il fait tellement froid qu'il est dur, il est sec. Voilà. Allez, on va tirer le chauffe-eau. Tu y vas, Vincent? Prêt? Allez, 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 allez. Attends. Mais tu fais exprès de dire attendre. Allez. Tu vas garder un peu de longueur en sortie, hein, si on doit le déplacer par rapport au chauffe-eau. Allez. C'est bon? T'as gardé un peu? Un peu beaucoup? Je retire, hein? Ouais, tu peux retirer. Bonne étiquette. Ah, voilà le bon vieux rat d'égout que je suis. J'ai ressorti des caisses que j'ai au fond de mon garage de précédents chantiers. D'appareillage en fait, soit d'appareillage en bon état qu'on a démonté sur des chantiers, soit des restes de chantier. Il s'avère que j'ai beaucoup de cet appareillage là. C'est... Non. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Voilà, ça par exemple, c'est Alvaïs, d'accord? Donc c'est le Schneider de l'époque qui avait été fabriqué par Alombard et Schneider, mais enfin il y a eu deux périodes, mais enfin c'était les mêmes appareillages. Et ça c'est le précédent du Schneider Audace que je suis tout le temps en train de vous conseiller, que je mets maintenant sur mes chantiers neufs. Mais voilà, j'ai quand même pas mal d'appareillages qui est en bon état, certains sont encore neufs, hein, encore en sachet. Donc en fait on va peut-être faire un peu patchwork, mais bon ben voilà, c'est comme ça, hein. Budget oblige et puis bon. C'est aussi pour la planète que je le fais, parce que la réutilisation des appareillages, bah, ça évite de les produire, et donc du coup, c'est pour ça que je le fais. Bon, un peu et surtout parce que je suis un rat d'égout, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, je suis au bureau ce matin, je prépare la commande de mon tableau électrique. Pour ça, j'ai imprimé là mon panier, je vais vite vous montrer. Et ça, c'est ce que j'estime être nécessaire pour le chantier. Je vais préalablement, ça me paraît hyper cher. Bon, les prix ont beaucoup augmenté post-Covid. Donc, je vous montre vite fait ce qui, a priori, est nécessaire. Et puis ensuite, j'irai sûrement dans mon atelier pour regarder un peu dans les fonds de tiroir, dans les fonds de carton, s'il n'y a pas des choses que j'ai un peu en double ou des trucs que j'ai récupérés sur des chantiers, voilà, pour diminuer un peu le prix. Mais je suis pas encore, pour l'instant, j'étais parti sur le fait de le faire en Schneider, parce que je suis très Schneider, moi. J'aime bien pour les tableaux électriques. Mais il y a des choses qui me contrarient. Par exemple, les peignes embrochables sont pas dispo en stock. Et ça me saoule, ce genre de truc, je supporte pas. Devoir passer des commandes, avoir des reliquats qui, des fois, arrivent jamais. Enfin jamais. Je m'entends, ils finissent par arriver, mais enfin, c'est incertain, voilà, ça me saoule. Donc, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais je creuse la question et je vous tiens au courant. Bon, voilà la commande type d'un tableau tel que celui dont j'aurais besoin a priori. Vous mettez pause si jamais ça vous intéresse. Donc, en gros, on a tout ça, un tableau 3 rangées, bon, l'ensemble des interdifs et des disjoncteurs.
Ce qu'il y a en plus qui est à noter, c'est le coffret de communication qui est là, 99 €, les peignes verticales, les peignes horizontales, les frais de port gratuits, un t-shirt matérielélectrique.com, ok super, 594 €,7. Ça c'est mon panier initial théorique prévu, donc si toutefois vous cherchez des coûts réels et que vous n'avez rien chez vous, c'est sans doute ça qu'il faut prendre en considération. Dernière chose, j'ai pour habitude souvent quand c'est possible d'acheter des tableaux électriques pré-câblés. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment sur les principaux sites de vente en ligne, et pour être très clair, parce que j'ai pas de problème avec ça, matérielélectrique.com qui est mon favori, chez qui je commande le plus depuis des années, ben en fait il n'y a pas du Schneider, il n'y a pas du ABB en stock à des prix corrects. Donc je sais pas ce qui se passe en ce moment, je sais pas, il y a un souci. Je vais peut-être aller voir mon fournisseur historique, on sait jamais. Bon, en général maintenant ils sont perdus depuis quelques années, ils n'arrivent pas à suivre les tarifs des vendeurs en ligne de matériel électrique professionnel, particulier pour y aller exactement comme nous. Hein. Mais on sait jamais, là peut-être que sur une référence comme ça, une fois, CGED m'avait surpris avec du tableau électrique ABB pré-câblé, avec des tarifs défiant toute concurrence. Je pense qu'il doit vraiment y avoir des périodes dans les années où les fabricants, les fournisseurs sont un peu plus agressifs en ce qui concerne leur politique tarifaire, donc on sait jamais, je vais quand même tenter ma chance, je vais passer un coup de fil à mon commercial. Petit passage au magasin gratos. C'est là que je range tout mon matériel. Voilà, ça c'est les disjoncteurs modulaires. C'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai? Déjà j'ai pas mal de Schneider là. Tiens, ça c'est un contact jour-nuit. Magnifique. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est un contacteur jour-nuit embrochable. Comment ça se fait que j'ai ça moi? 16 ampères, c'est pas la même génération, mais c'est les mêmes embrochables. Ça, je vais peut-être leur faire un petit tableau patchwork. Le petit tableau patchwork, ça c'est ma spécialité dans mes logements perso. Tous les logements que j'ai, que je donne en location, en général, il faut regarder le tableau électrique, c'est du patchwork. Et là, peut-être que certains vont être tentés de me dire dans les commentaires que c'est pas bon, ça passera jamais dans le consuel. Absolument pas. Le consuel, il n'est pas là pour vérifier ce genre de choses. Tant que votre tableau électrique est aux normes, vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez avec. Et les normes, elles sont possibles à respecter, évidemment. Hein. Simplement, il faut pas... Bon, enfin, il faut rester dans le domaine de ce qui est autorisé. Mais en réalité, le fait de mettre une sous-marque de supermarché ou une grande marque, ça, on ne peut rien vous dire là-dessus. D'ailleurs, à ce propos... J'aimerais vous dire que depuis que je travaille, et ça fait un paquet d'années maintenant, ça va faire 17 ans, depuis que je suis à mon compte, j'ai souvent intervenu sur des installations électriques qui avaient des problèmes, d'accord. Et j'ai toujours, quand je faisais mon tableau électrique, pris des disjoncteurs et du modulaire de marque, des grandes marques. Et en réalité, si je peux vous dire un truc avec le recul, c'est que finalement, j'ai jamais constaté quelque chose de problématique dans un tableau d'un logement avec des marques de supermarché, quoi. Ça, par exemple, c'est Debflex. Voilà, ça, c'est des trucs que j'ai démontés dans une habitation, je sais pas où. Ou Gewis, par exemple, ça, c'est des marques de supermarché, enfin, de grandes surfaces de bricolage. En réalité, si on raisonne un peu, ces disjoncteurs, ils sont tous NF. Hein. Et je peux pas dire que j'ai eu des problèmes avec. Néanmoins, j'ai quand même toujours du mal à mettre ça chez des clients, parce qu'en fait bon, c'est un petit côté péjoratif de mettre une sous-marque, enfin une sous-marque, même pas une sous-marque, mais une marque non typée professionnelle. Voilà. Bon, mais ça, je crois que c'est une connerie. Bon, je fais le point sur ce que j'ai, et puis après je déciderai du coup de ce que je fais en tableau électrique dans ma maison, sans doute en fonction de ça, parce que en réalité c'est pas des petites économies. Bon, voilà ma sélection. Je crois que je vais partir sur ABB. C'est ça que je récupère, une prise, une PC modulaire. J'ai 3 10 ampères, 4 16, 1 20, 1 32 et un contact jour-nuit. Donc ça c'est une bonne base. Et là maintenant ce que je vais faire, donc au final je vais essayer de trouver du tableau ABB, 3 rangées, pré-équipé, pré-câblé. Ça c'est bien. Pour gagner du temps. Et puis je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos de ma chaîne de l'intérêt parfois des tableaux électriques pré-câblés. D'une part parce que c'est pré-câblé, donc ça représente des avantages, mais surtout par rapport à la politique tarifaire des fabricants de matériel électrique qui parfois vont pousser un tableau électrique 3 rangées
En termes de prix, là du coup ça devient imbattable. Voilà. La seule chose qui me contrarie, c'est que sur mon site historique matérialelectrique.com, sur lequel j'ai vraiment l'habitude de commander parce que je le trouve très bien, eh bien il pousse plus à bébé. Donc sans doute que je vais faire des infidélités à mon fournisseur en ligne préféré. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Là, c'est la liste de ce que j'avais en stock. Ça, c'est ce qui est inclus dans le tableau électrique. Ça me donne la différence entre les deux. Donc, à commander. 2 en 2 ampères pour VMC et contacteur du chauffe-eau. 1 en 20 ampères, ça suffira. Un intersectionneur, mais je vais vous en parler. Et un coffret DTI. Donc là, je suis allé sur Screwfix. Je crois que j'ai déjà commandé une fois chez eux de la visserie et je crois que je m'étais dit à l'époque c'était les moins chers. Donc c'est sans doute un bon plan. Le fait est que j'ai effectivement bien tout trouvé. Je vous montre vite fait là. Voilà, ça c'est mon panier. Donc disjoncteur 2 ampères 2, 20 ampères 2, tableau électrique pré-câblé qui est celui-là en fait à 242 €. Donc ça c'est bon. Alors se connecter sans s'inscrire. Allez, je passe ma commande, apparemment, livraison rapide. Je vais tester pour vous et je vous dirai si c'est une bonne idée ou pas. Ensuite, je vais aller sur mes sites internet habituels pour acheter un coffret de communication. Qu'est-ce qu'il va me manquer d'autre? Et un intersectionneur, oui, parce qu'il faut un intersectionneur sur ce type de tableau. Dans la mesure où votre disjoncteur d'abonné n'est pas dans l'habitation, c'est-à-dire pas au niveau du tableau général, mais par exemple, comme dans notre cas, en limite de propriété, enfin il le sera en tout cas, bien vous devez rajouter au tableau électrique un intersectionneur de coupure en 63 ampères. C'est la norme qui veut ça, c'est le consuel qui va le demander, parce qu'il faut que dans un tableau électrique à l'intérieur d'une habitation, en une seule opération, on puisse couper 100% de l'électricité de l'habitation. Donc je vais rajouter un intersectionneur. Et sur ce site, ils n'ont pas d'intersectionneur. Enfin si, ils en ont un en 40 ampères, mais pas en 63. On va savoir. Ça n'a pas l'air d'être des spécialistes de l'électricité. Hein. Là, je pense qu'il faut un super prix. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir du stock. Mais ça ne doit pas être des spécialistes de l'électricité. Voilà. Allez, je commande tout ça et on se retrouve au chantier. Voilà, la commande est passée. Donc, c'était là que c'était le moins cher. Hein. 242 € TTC, hors taxe 202 € le tableau électrique pré-câblé. Les 20 ampères que je voulais commander n'étaient pas dispo, mais c'est pas grave. Je vais m'en sortir sans. Et j'ai pris 2 disjoncteurs 2 ampères en plus, 264 € TTC, 220 € hors taxe. Ça, c'est. Voilà. Et maintenant, je vais commander le reste. Bon, je termine toutes mes commandes. Là, matérialelectrique.com, j'ai commandé de l'appareillage. J'ai commandé un intersectionneur de coupure, ça vous le verrez plus tard au moment de faire le tableau. Les disjoncteurs ABB en 20 ampères qui me manquaient. Une prise test France Télécom, enfin une prise test DTI. De l'appareillage, il n'y a pas que pour ce chantier-là. Donc là, je vous mets là dans le tableau, en fait, toutes les commandes que j'ai passées pour mon tableau électrique et le peu d'appareillage qui me manquait pour l'habitation conteneur. Voilà. On parle très vite du coffret DTI, de son obligation ou pas, et du passage du consuel sur mon chantier pour un peu creuser, fouiller les petites choses sur lesquelles on peut gratter. Hein, en bon rat d'égout je suis, vous savez que moi je gratte. Bon, vous avez vu notre tuto chez Altema là, à Aix-les-Milles, on a fait de la peinture, tout un tas de choses. Chez Altema, donc ils ont fait beaucoup de travaux, nous on n'a pas tout fait. Hein. Il y avait notamment des électriciens qui travaillaient, qui ont démonté pas mal de réseaux, et en fait il y avait une benne de chantier. Et hier soir, avant de partir d'Aix-les-Milles, je me suis dit, j'ai quand même regardé ce qu'ils ont jeté dans la benne, parce que je les connais les électriciens là, des grosses boîtes là. Ils récupèrent rien, gaspillage, tout à la benne. Même des trucs qui sont encore bons. Du coup, j'ai fait mon beau vieux rat d'égout. Je suis allé récupérer 2-3 trucs. Alors, il y a des trucs qui vont pas nous servir pour ici, mais. Ça. De la goulotte, 3 compartiments avec ses capots de goulotte. Elle est blanche, elle est comme neuve. Il y a même des morceaux de goulotte, regardez, où il y a encore le plastique de protection dessus. Mais je fais pas ça parce que je suis un rat d'égout. Je fais ça pour la planète, le réemploi, c'est hyper important. Bon bref, ça c'est des goulottes qui vont me servir pour mon installation électrique, vous allez voir ça. Bon les amis, aujourd'hui on attaque l'électricité, la partie TGBT, d'accord. Je vais vous donner pas mal d'éléments, ça peut pas être un tuto complet comment faire l'électricité de sa maison, évidemment. Je donne des petites astuces comme d'habitude, si toutefois vous avez un projet de cet ordre-là. Alors on va regarder les commandes que j'ai faites. Ça donc c'est le site internet Screwfix là. Eux ils m'ont livré du papier, beaucoup de papier.
Et là, on a un tableau électrique prééquipé, pré-monté, pré-câblé. Voilà, c'est lourd. Voilà, ça c'est un modèle ABB. Alors ABB, moi j'aime bien cette marque. Passé un temps, en modulaire, je ne commandais que du ABB. C'était vraiment pas cher. Je trouvais que c'était une marque qui avait à l'époque pas du tout dans les grandes surfaces de bricolage. Ça me paraissait être un atout parce que parfois on critique les électriciens qui peuvent poser des modules, enfin du modulaire qui vient de grandes surfaces de bricolage. Bon, ça c'est une connerie, je pense. Il faut aller au-delà de tout ça. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup fait d'installations avec du ABB et honnêtement, j'ai jamais été embêté avec ça. J'ai jamais constaté qu'il y avait de problème avec cette marque-là. Okay, et c'est une grande marque mondiale. Hein. Et ça, c'est la commande que j'ai fait chez matérielélectrique.com. D'accord. Donc dessus, il y avait quoi? Une prise test France Télécom, ça je vous en parle après. Et puis de l'appareillage. C'est bizarre ça, il ne passe pas au bon endroit le truc. Bon, enfin bref. Ça c'est de la prise RJ45, ça c'est des interrupteurs qui nous manquaient, des prises antennes télé. Il doit y avoir quelques PC, des caches. Voilà. Ça, c'est pour venir compléter l'appareillage de récup que j'ai fait dans ma maison conteneur parce que vous avez dû déjà le voir, j'ai utilisé pas mal d'interrupteurs qu'on avait démontés sur des chantiers qui me paraissaient être encore bons. Avec la commande du tableau précâblé, j'ai oublié de vous montrer deux petits disjoncteurs. Ça, je les avais commandés tout de suite chez eux. En l'occurrence, c'est 2 ampères. Les 2 ampères sont jamais prévus dans les tableaux électriques précâblés. Je ne sais pas pourquoi ils ne les prévoient pas, parce qu'en fait, les VMC, c'est devenu obligatoire quasiment dans les habitations. Et en cas de contact jour-nuit pour chauffe-eau, eh bien, vous avez besoin d'un 2 ampères, ça on le verra après. Et ça, c'est le stock de ABB que j'avais chez moi d'anciens chantiers, d'accord, notamment le contacteur jour-nuit et quelques disjoncteurs et la PC modulaire qui a déjà servi, hein, d'occasion. On va la nettoyer. Prise test France Télécom que j'ai l'intention de mettre dans ce tableau de récup. Ça aussi, c'est un vieux tableau que j'avais démonté quelque part. Dedans, il y avait d'ailleurs du ABB. Voilà, donc ça, je vais le recycler ici. On va parler dans cet épisode du consuel, parce que soyons bien clairs, ici, on a besoin du consuel. Alors, en réalité, je vais même être très honnête avec vous, on n'en aurait pas tout à fait besoin. Parce qu'en fait, on avait déjà une alimentation électrique sur notre terrain, qui n'était pas active, mais qui a été activée entre-temps. Donc, en théorie, je pourrais très bien, si je veux, faire passer mon habitation conteneur sur cette alimentation qui est déjà existante, et donc pas besoin de consuel. Mais je trouve ça très intéressant de faire la démarche avec vous, d'aller chercher le visa du consuel. Et c'est ce qu'on va faire, on va le payer, c'est pas très cher. Et puis de toute façon, si on construit une maison, on a besoin du consuel, donc pour vous, ça va vous parler. Et puis aussi, on va voir ensemble les petites choses du consuel qui sont obligatoires, pas obligatoires, sachant que je ne détiens pas la science infuse, j'en fais souvent des consuels, mais pas non plus des tonnes, d'accord? Ça m'arrive en fait sur des gros projets, quand on fait plein de logements, de faire une série de consuels, mais à vrai dire, en réalité, avec le consuel, c'est étonnant quand on est électricien. On n'est pas contrôlé à chaque fois. Si par exemple vous faites un immeuble avec 10 logements, eh bien en fait ils vont vous en contrôler un s'il est conforme et ils ne vont pas contrôler les autres. Et par ailleurs, quand on envoie plusieurs consuels dans une année, alors ça m'arrive rarement quand même, hein, il ne faut pas exagérer, je ne fais pas beaucoup de construction. Eh bien il arrive que en fait, vous soyez contrôlé que sur par exemple un chantier sur 4 ou un chantier sur 5. Parce qu'ils considèrent parfois que comme vous venez d'être contrôlé sur un chantier un mois ou 2 avant, eh bien, ils n'ont pas besoin de venir vous contrôler une nouvelle fois. Maintenant, si vous êtes particulier et que vous allez faire la demande de votre consuel, dites-vous bien que vous serez contrôlé, le contrôleur va venir chez vous. En consuel, il y a beaucoup de choses, selon moi, qui paraissent obligatoires ou qui sont dites être obligatoires par certains ou par des forums sur Internet et qui en réalité ne le sont pas. Pas sûr à 100% de tout ce que je vais vous dire, hein, d'accord? Mais je vais faire à mon idée, à ma sauce, et puis le contrôleur il viendra. Je ne pense pas qu'il sera d'accord qu'on le filme, mais en tout cas, je vous montrerai le résultat et puis on verra ensemble si ça passe, si ça passe pas. Et si ça passe pas, on fera des corrections, on s'en fout, c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai envie d'aller chercher un peu la limite du truc. Alors, dans les grandes lignes, le tableau précâblé, on va du coup pouvoir travailler sur le tableau précâblé. Ça, vous allez me voir le faire en accéléré, puis je vais vous donner des indications. Je vais y rajouter en fait sur ce tableau précâblé l'ensemble des disjoncteurs qui sont nécessaires pour mon installation pour ici. Sachant que c'est un 3 rangées, il est gros, nous on a un système de chauffage qui est centralisé avec un gainable, donc en réalité on n'aura peut-être pas besoin d'énormément de choses en plus de ce qu'il y a déjà dedans. Bon, voilà. Dernière chose, le tableau de communication. Ça, c'est un truc sur lequel je suis partagé dans le sens où j'aime bien le principe d'un tableau de communication avec une petite baie de brassage, mais je trouve ça souvent limité techniquement parlant. Je pense qu'il faut avant tout coller au plus près de ses besoins, d'accord? Et nous, ici, des besoins, ben, finalement, on n'a pas tant que ça, parce que j'ai interrogé Vincent sur son besoin en réseau, et en réalité, lui, il ne veut rien du tout, il veut simplement une prise de courant, il va y mettre une box 4G, parce qu'ici, en fait, sur le secteur, c'est ce qui passe le mieux. Le jour où on aura la fibre qui arrive ici, eh bien, on mettra la fibre et s'il faut même, on changera les câbles qu'on a alors actuellement mis
ou les prises où on installera une petite baie de brassage. Mais d'origine, j'ai pas du tout envie de mettre ces coffrets grade 2 qu'on vous vend en 150 ou 200 balles. En vous disant que c'est obligatoire, je ne crois pas vraiment que c'est complètement obligatoire pour le consuel. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas mettre ça chez vous. Il faut mettre ça chez vous, mais à condition que ça colle avec votre besoin. Parce que si ça ne colle pas avec votre besoin, c'est partie de ces choses qu'on fait parce qu'on pense que c'est obligatoire ou parce que c'est obligatoire et qui ne servent à rien. Et ça, franchement, c'est dans l'époque à laquelle on vit, c'est complètement fou. D'accord? Imposer dans les chambres une prise téléphone et une prise antenne télé dans chaque chambre, c'est nul. C'est nul, je suis désolé. C'est sans doute très bien de prévoir une gaine parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de rester propriétaire d'une habitation, ça peut être d'autres personnes, mais honnêtement, quand c'est chez soi, quand on construit pour soi, on devrait quand même avoir le droit de choisir ce qu'on a envie d'équiper. Voilà. Surtout que c'est, encore une fois, c'est une surconsommation après. C'est du matériel acheté qui ne sert à rien, c'est quand même dommage. Bon, les transporteurs, ils ont dû jouer au football avec mon tableau électrique. Ce qui est arrivé un petit peu déglingué. Tout ça, ça traînait au fond de la boîte, ça faisait cric. Bon, en réalité, c'est pas très grave. Ça s'est déboîté, mais hop, on va le remettre tout de suite. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, ça s'était un petit peu décalé dans la boîte, là. D'où le plastique un peu tordu, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Ça, c'est les petits capuchons. Je vais vous en parler dans une seconde. Sinon, ça, c'est bon. Et puis, on a la barrette de terre qui est arrivée démontée en plusieurs morceaux, mais c'est pas grave. J'ai tous les morceaux qui sont là, donc en fait... c'est du Lego, il n'y a rien qui a l'air cassé, donc je vais pouvoir tout remettre. Tiens, c'est l'occasion de regarder comment c'est fait une barrette de connexion rapide. Et ouais, voilà, en fait, on rentre les câbles par là, d'accord, par ce trou que vous voyez ici. On le rentre dans ce sens, comme ça, le câble. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dessous? On voit qu'il passe une petite languette en métal, qui est toute fine, et qui est saillante, ce qui fait qu'en fait, une fois qu'on a passé le câble à l'intérieur, eh bien, en fait, ça la bloque. C'est ni plus ni moins que ça. Là, on a tous les trous pour les sections de 1,5 et 2,5 mm. Dès qu'on est sur des sections un petit peu plus grandes, en réalité, on se connecte ici. Et ici, c'est ces borniers-là qui sont ça, qui viennent en fait enserrer, j'imagine ça, comme ça, ou dans l'autre sens. Enfin, peu importe, c'est ça l'histoire, quoi. Là, donc sur un tableau électrique 3 rangées comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a 2 barrettes de pontage de terre. Parce qu'une est sans doute un petit peu insuffisante. On a un certain nombre de disjoncteurs préinstallés, donc ça, ils essaient de coller au mieux en termes d'ampérage à ce dont on a besoin. On note qu'il y a un 32 ampères, ensuite il y a des 16, des 20 et des 10. Okay, ils essaient un petit peu de répartir ça. Mais quand on achète un tableau comme ça pré-câblé, très souvent on rajoute 2-3 disjoncteurs 20 ampères. On rajoute souvent un 2 ampères pour la VMC, un 2 ampères pour le contact jour-nuit avec le contact jour-nuit si on a un chauffe-eau électrique. Voilà, c'est des petites choses qu'on rajoute. Ils ne le mettent pas d'office parce que eh bien, si vous avez quelqu'un qui a une chaudière gaz et qui fait sa production d'eau chaude par la chaudière gaz, eh bien, elle n'a pas besoin de contact jour-nuit. Donc on ne va pas forcément le mettre dedans. Mais bon, voilà, ils auraient pu faire des références comme ça, parce que c'est vrai que objectivement le plus souvent c'est quand même ça qu'on pose. Enfin bon, bref. Autre chose à remarquer importante, c'est les barrettes de pontage. Les barrettes de pontage sont complètes. Alors, normalement, elles sont toutes livrées avec les petits bouchons qui sont là. À cause de la partie de foot qu'ils ont fait dans leur camion, ils ne seront plus en place. Mais voilà. Ça, ABB, c'est pas mal. Ces petits caches là qui viennent obturer le truc. Si on doit quand même dire un petit défaut, c'est que ça ne tient pas super bien. La preuve en est, c'est que là, c'est tombé. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait de mettre ça, ça ne rentre pas vraiment en force. Donc, ça peut retomber. Voilà, ça, c'est la chose annoncée. Moi, il m'arrive souvent quand je finis un tableau ABB et qu'il me reste comme ça des réserves en fait sur les barrettes de pontage. Je mets un petit riselant là, ici, qui vient sécuriser le petit capuchon jaune. C'est très bien dans un tableau électrique de ne pas forcément couper à ras les baguettes de pontage parce qu'en fait, c'est des réserves. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'un jour, vous allez mettre un disjoncteur en plus pour la borne de recharge de votre voiture électrique, par exemple. Et de ne pas avoir coupé les barrettes et les avoir laissées, bah, c'est un atout. Si on les laisse et qu'on n'a pas ces petits accessoires comme les petits bouchons jaunes là, de chez ABB, on peut très bien prendre une gaine en 25, lui couper une petite tranche sur le côté et venir mettre en protection la gaine de 25. Ça évite aux débutants qui ouvrent le tableau électrique d'aller se réveiller en touchant la phase et le neutre de la barrette de pontage. Enfin, au moins la phase, quoi. Voilà, donc là, je vais installer dans ce tableau les disjoncteurs qui me manquent. Je vais voir si j'ai besoin d'en passer un à gauche, en passer un à droite. Et ensuite, je vous explique ma petite astuce pour faire un tableau électrique et surtout la manière dont on va aller choisir et répartir les différents équipements sur chaque ligne. Là, on a 3 lignes distinctes, on a 3 interdifs, d'accord. Un 40 ampères type A, d'accord, qui va être pour les plaques électriques, le lave-linge, éventuellement le lave-vaisselle. Enfin, le plus important, c'est le lave-linge sur le type A. Ensuite, on a 2 types AC. On a un 40 ampères AC qui est ici. Et ici, on a 63 ampères AC.
On mettra le chauffage notamment sur le 63 ampères. Allez, c'est parti, tu te concentres, ça va aller vite. Ça va aller vite parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Bon, tableau électrique précablé, là, la base. Ici, là, les petits éléments que je vais y rajouter dans le tableau et certains que je vais interchanger, tu vas voir ça. Pour faire la répartition d'un tableau électrique 3 rangées, soit tu es électricien et tu fais ça toute l'année et donc du coup, tu as tout en tête. Soit tu es comme moi, il te reste un peu des bases, enfin, tu sais dans les grandes lignes, tu sais les choses, mais tu n'as pas envie de t'embêter et tu veux faire un tableau électrique qui soit bien réparti, on va dire naturellement. Je vous conseille une chose, je vous l'ai déjà conseillé dans un tuto que j'ai posté sur ma chaîne, je le mets là, c'est un tuto comment câbler son tableau électrique, d'utiliser des mémentos qu'on trouve chez les fournisseurs de matériel électrique. C'est des petits mémentos, on peut aussi les trouver sur internet, j'en suis sûr. Privilégier les marques, les grandes marques d'appareillage, par exemple ABB et Legrand, qui font tous un petit peu leurs petits mémentos sur la norme NC 1500, qui est la norme qu'on doit respecter dans l'habitation aujourd'hui. Ces petits mémentos, ils sont vachement bien faits, c'est un bon résumé des normes et honnêtement, c'est une très bonne base pour ne pas perdre de temps avec des choses qui seraient trop chronophages. Dans pas longtemps, je vais vous expliquer le fin fond de la norme et je vais poster un tuto sur la manière dont on calcule les ampérages des interdifs et des lignes qu'on met derrière. On ne va pas le faire ici, ça serait trop long, mais vous avez fondamentalement pas forcément besoin de ça. Simplement, vous vous procurez ce genre de choses, vous allez sur internet, vous trouvez des schémas. Alors tu vois, le mien, il a vécu, hein. Il est au fond de ma caisse depuis... Tiens, je ne sais pas s'il y a la date sur ce truc. S'il y a la date dessus. Ça, c'est un Agère. J'ai le même en Legrand. J'ai le même en Théolite. Enfin, bon, bref. J'en ai plusieurs. Bon, on s'en fout de la date. Voilà. Là, en gros, si tu veux, tu as plusieurs schémas de tableau électrique. À chaque fois, on t'explique, en fait, c'est pour un logement de 35 à 100 mètres carrés. Là, c'est avec chauffage électrique. Et puis là, on a un logement de 35 mètres carrés avec une pompe à chaleur. Bon, c'est sensiblement la même chose, hein. Mais ça va te permettre, en fait, rapidement, bon, le mien est utilisé, mais tu trouveras quelque chose de bien. Ça va te permettre rapidement de d'abord te rappeler les choses importantes. Les choses importantes, c'est quoi? C'est que notamment, par exemple, sur le type A, on y met toujours le lave-linge. D'accord? Ça, c'est une chose qui est indispensable. Et ensuite, il y en a un sur les trois qui est en 63 ampères. Donc celui-là, on le charge un peu plus, notamment en chauffage. Voilà. Maintenant, pour la répartition globale, c'est ça. Après, moi, j'y amène quelques petites touches personnelles, comme par exemple, pour les circuits d'éclairage, je vais mettre 3 circuits d'éclairage dans cette habitation. D'accord? Je vais en mettre un alimenté par la rangée 1, un alimenté par la rangée 2 et le dernier par la rangée 3. Ça, c'est pour, on imagine un jour, il y a quelque chose qui a fait disjoncter votre installation ou une partie d'installation, c'est-à-dire par exemple une rangée seulement dans ton habitation, et bien en fait tu auras toujours un petit peu de lumière dans l'habitation parce que même si toute la rangée disjoncte, tu auras la lumière du salon si tu es dans la chambre ou inversement. Donc ce sera toujours quand même plus confortable. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, là, tableau électrique prééquipé, première chose, j'ai dû acheter ça chez Matériel Électrique, j'ai oublié de te le montrer tout à l'heure, c'est un disjoncteur de coupure, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sectionneur monophasé. Il vient en fait simplement sectionner les deux pôles. Du coup, ça, c'est pas cher. Ça vaut, je sais plus, j'ai dû te le mettre dans les tarifs, ça vaut dans les, je sais pas, 20 balles, un truc comme ça. Donc ça, c'est un sectionneur de coupure. C'est pour quelle raison on met un sectionneur de coupure? Eh bien, parce qu'on veut qu'en une seule opération, en cas d'urgence, l'opérateur, la personne qui vit dans la maison, puisse couper 100% de l'installation électrique. Si mon tableau général était situé à côté de mon disjoncteur d'abonnés, je n'aurais pas eu besoin de le mettre parce qu'en fait, il suffit de venir couper le disjoncteur d'abonnés et tu as coupé 100% de ton opération. Là, je le mets là, mais mon disjoncteur d'abonnés est en limite de propriété. Donc, en fait, le consuel va exiger qu'il y ait un dispositif de coupure générale. Donc, ça sera cet inter-là. Donc, cet inter-là, lui, il va venir se mettre ici. Je vais décaler la rangée. D'accord? Alors, tu noteras que c'est un Legrand et pas un ABB parce que je ne l'ai pas trouvé dispo en stock chez les sites sur lesquels je me suis fourni. Mais ce n'est pas grave parce que lui, il n'est pas interrelié aux barrettes de terre, aux barrettes de pontage. Donc en fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Mon général va arriver ici. Il sera coupé ou pas par cet interrupteur. Il ressortira là, il viendra alimenter mon neutre et ma phase générale qui eux-mêmes sont déjà câblés, alimentent le dessous de tous les interdifs. C'est pour ça que tu as ce petit clapet parce que là, en fait, tu es toujours alimenté. Même si lui est coupé, eh bien là, tu as toujours du jus, puisqu'il y a du jus sur les deux borniers principales de connexion. Ensuite, sur la rangée 1, alors moi, je marque au crayon, là, les petites choses, tu vois. Ici, plaque 32 ampères, donc ça, c'est les plaques de cuisson. Ici, lave-linge, bon, tu as compris, sur le type A, on met toujours le lave-linge. Et moi, je vais y rajouter ça, je vais y rajouter la ligne éclairage 1, le 2 ampères de la VMC, et je vais lui mettre la petite PC modulaire qui est obligatoire pour le consuel. Ils veulent une prise au niveau du tableau électrique, c'est surtout lié au fait qu'il y ait le tableau de communication juste en dessous. On en parle après. Deuxième rangée, je ne vais quasiment pas y toucher. J'ai laissé en 20 ampères le four, un 16 ampères PC1, un 16 ampères PC2 et encore une ligne d'éclairage, l'éclairage 2 sur un 10 ampères. D'accord?
J'ai fait le choix de faire 3 lignes d'éclairage à 10 ampères parce qu'en fait, j'ai 16 points lumineux, je crois, dans l'habitation, donc ça sera bien supérieur, d'autant que c'est tout LED. Je vous ai déjà expliqué dans mon tuto boîte de dérivation la manière dont on calcule le nombre de points d'éclairage maximum qu'on peut mettre sur un 10 ampères ou un 16 ampères. Je vous invite à aller voir ce tuto si ça peut vous intéresser. Enfin, mettez-les à regarder à plus tard, hein, sinon vous finirez jamais cette vidéo. Bon, dernière ligne, on est là, pompe à chaleur, d'accord? Donc ça sera mon gainable, sur un 20 ampères, ça suffit. PC3, sèche-serviette. Celui-là, je vais l'enlever, c'est un 16 ampères, je vais le remplacer par un 20 ampères qui sera le sèche-linge, parce qu'on a mis un sèche-linge. Éclairage 3, la ligne d'éclairage 3, et ensuite le chauffe-eau. Donc le 20 ampères du chauffe-eau, le 2 ampères qui protège la bobine contact jour-nuit et la bobine contact jour-nuit. Donc ça va aller sur cette dernière rangée-là. Donc j'installe tout ça dans mon tableau, et puis ma base, elle est faite, et j'ai plus qu'à venir commencer à travailler sur les connexions. Bon voilà, là mon tableau électrique, il est fait. Dans l'idée, un tableau électrique pré-câblé, il y a vraiment 2 gros avantages selon moi. Ça vraiment, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, hein, sur les tableaux prééquipés, montés pré-câblés. Le premier, ce qui est complètement fou, c'est le côté économique. Parce qu'en fait, c'est moins cher. Si vous faites la somme de tout ce qui est dans ce tableau électrique quand il arrive dans son carton, eh bien en réalité, c'est plus cher que si vous achetez tout individuellement. Et même si vous achetez tout individuellement, très bien, c'est-à-dire chez le bon fournisseur. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est les fournisseurs de vente en ligne de matériel électrique professionnel. C'est là que vous trouvez le meilleur prix. Et en fait, vous n'arriverez pas à ce tarif-là alors qu'il est monté pré-câblé. Là, il m'a fallu 10 minutes pour faire ça, c'est-à-dire 10 minutes pour avoir un tableau qui est pré-câblé, pré-monté et qui va aller s'accrocher au mur. 10 minutes, c'est pas grand-chose. Là, je suis prêt à aller m'accrocher au mur. Donc, c'est vraiment un bon calcul selon moi. Si j'avais pu, moi, je suis très Schneider. Globalement, en électricité, j'aime beaucoup leur matériel, leur positionnement tarifaire notamment. Si j'avais pu l'acheter en Schneider, je l'aurais acheté, mais en fait, en l'occurrence, il n'y avait pas de bon tarif en Schneider. Ça dépend vraiment des périodes. Donc, je vous invite, si vous avez un chantier, à comparer à la période de votre chantier les différents appareillages. Dernière chose, un tableau électrique monté, livré, pré-câblé, ce n'est pas la garantie que, notamment pour les barrettes de pontage, eh bien, il y ait le bon couple de serrage de partout. Donc, vous devez quand même être sûr de ce que vous faites. Donc, ça veut dire que vous venez vérifier le serrage de chacune de vos bornes. Ça ne vous empêche pas de le faire à la fin. De toute façon, ça c'est un réflexe que vous devez avoir à la fin du câblage d'un tableau électrique. On pose son cerveau, on reprend du début et on vérifie tous les serrages. Okay, là, donc, vite fait, la ligne 1, j'ai prévu le fait qu'on ne rajouterait rien dessus. Donc, ça veut dire que j'ai coupé les barrettes de pontage parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin d'eux. J'ai mis du coup ma PC modulaire ici. La ligne 2, j'ai laissé les barrettes de pontage en réserve. Hein. Le consuel veut 20% de réserve dans mon souvenir. Donc là, il en aura bien plus, donc pas de problème. Et la dernière ligne, j'ai pris le parti d'installer le chauffe-eau à la fin. J'ai simplement réduit d'une unité les barrettes de pontage pour garder un espace libre entre les deux. Bon, on ne sait jamais. Voilà. Ça, c'est de la réserve. Là, maintenant, je vais préparer un petit peu la base de la création de mon tableau électrique, c'est-à-dire surtout un moment passé à couper toutes les gaines, à organiser mes câbles, à voir de quelle manière je vais installer Il y a un avion qui passe. Oh, Michel! Je suis en train de faire une vidéo YouTube. Donc, j'ai passé du temps à dégainer tous mes fils, à tout préparer pour que, voilà. On se souvient que ici, comme sur la plupart de mes chantiers, j'ai pris le parti de faire une boîte de dérivation. D'accord? C'est tous les éléments que vous voyez arriver là. Donc, ça aussi, il faut du temps pour préparer un peu ça, le passage de ces gaines. Dernière chose, je vais utiliser les goulottes que j'ai récupérées dans la benne à déchets DIB du chantier de Altema qui sont là-bas. Et ça va me permettre de faire des économies parce que ces grosses goulottes, l'air de rien, ça coûte assez cher. Bon, les grosses goulottes compartimentées comme ça, c'est très bien quand on approche d'un tableau électrique parce qu'il faut séparer le courant fort du courant faible. Courant faible, j'entends par là câble téléphone, câble réseau, antenne télé. Détendez-vous néanmoins parce que j'ai quand même reçu pas mal de commentaires sur ma dernière vidéo où je fais un peu de réseau sur le fait qu'il ne faut surtout pas que ça se croise, ou si ça se croise, ça doit se croiser à 90 degrés. Et dernière chose, il faut un espace de 20 cm entre les réseaux du courant fort et les courants faibles. Bon, alors, que dit la norme? La norme dit que, par exemple, dans une goulotte, elles doivent passer dans 2 compartiments complètement différents. Mais en fait, en réalité, vous avez une fine lame de PVC entre les deux. Donc, en réalité, vraiment, ça se touche quasiment. Hein. C'est complètement à côté. La réalité, je pense qu'elle n'est pas aussi intransigeante. Voilà. Votre réseau, oui, il peut être perturbé, particulièrement si vous entremêlez les fils sur des grandes longueurs, d'accord? Mais en habitation, sur des petites portions, si vos réseaux passent à côté, je suis désolé, hein, mais la plupart du temps, quand on a comme ça des prises de courant et une prise téléphone ou une prise d'antenne télé à côté, eh bien les deux gaines, on ne les a pas accrochées au mur avec 30 cm d'écart entre les deux. Bon, et néanmoins, ça a toujours très bien marché. Donc, ok, sans doute que pour les puristes, il ne faut surtout pas les mélanger, mais je pense qu'on peut un peu se détendre. Voilà. Surtout qu'on se rappelle, hein, dans ces goulottes compartimentées,
Vous avez le courant fort qui passe d'un côté, le courant faible qui passe de l'autre. On est juste séparés par une petite âme en PVC de rien du tout. Donc voilà. Bon. Bref, ça ne va pas m'empêcher donc de mettre ces goulottes compartimentées pour pouvoir justement séparer mon courant fort de mon courant faible. Voilà. Et puis j'ai aussi la partie boîte de dérivation. Donc je vais voir un peu comment j'organise ça. Tant qu'on est là, je vous explique vite fait, ça c'est mon emplacement GTL. GTL, ça veut dire quoi? Gain technique logement, ça c'est une norme importante. En ce qui concerne la norme NC 1500, elle doit faire notamment une taille minimum, d'accord? Alors il y a deux tailles en fonction un peu de la taille du logement. Là on est sur un logement de 50 mètres carrés, la taille que je dois avoir c'est minimum 20 cm de profondeur et largeur 60 cm, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'on pourrait très bien imaginer mettre là mon tableau électrique ici et mon tableau de com en dessous et pas forcément faire un compartiment, d'accord? On peut très bien le poser en saillie, en plein milieu ou en plein milieu d'un mur. La seule chose en termes de normes, c'est qu'on vous demande que ce soit un espace dédié qui fasse au minimum cette dimension-là. Donc ça veut dire quoi en pratique? Si on se met en plein milieu d'un mur, ça veut dire que eh bien, si vous avez votre tableau électrique sur ce mur-là, vous n'allez pas mettre votre lave-linge en dessous, par exemple. Parce qu'en fait, ça doit être un espace qui est non utilisé pour autre chose que pour le tableau électrique. Franchement, je ne sais pas où ils l'ont pondu, cette norme. Sans doute qu'il doit y avoir une raison, mais je pense qu'encore une fois, c'est réducteur. On se prive parfois de mettre un tableau électrique à un endroit où, selon moi, ça ne poserait pas de problème. Vous avez un petit plan de travail d'une cuisine, le bout d'une cuisine, puis au-dessus, vous avez un placard intégré, vous avez envie de votre tableau électrique à l'intérieur. Bon, franchement. L'idée, je crois, c'est de pouvoir avoir accès facilement aux installations. Voilà, je crois que c'est ça l'idée de la norme, mais bon, je ne suis pas sûr, je ne suis pas spécialiste. Hein. Ok, donc ça c'est pour l'espace de la gaine technique logement. Dernière chose importante, il y a une hauteur maximum à ne pas dépasser pour le dispositif de coupure, c'est-à-dire qu'un tableau électrique, on ne le met pas exactement à la hauteur que l'on souhaite. Par exemple, je ne pourrais pas mettre mon tableau électrique ici parce que mes dispositifs de coupure seraient à une hauteur supérieure à 1,80 m. Le maximum, c'est ça, 1,80 m. Particulièrement pour la première rangée du tableau où on y trouve souvent le sectionneur de coupure générale. Votre coupure générale ne peut pas être à une hauteur supérieure à 1,80 m et je crois même qu'il y a une hauteur basse. Je ne l'ai plus en tête. Mais il y a Alain Lariotte qui le mettra dans les commentaires. Merci Alain, je compte sur toi. Bon voilà, donc hauteur basse, hauteur haute. Attention, si vous êtes dans un logement PMR, c'est-à-dire un logement qui est fait pour être norme handicapé, eh bien là, tout descend. Je crois que c'est 130 et 90. 130 max, 90 mini de hauteur pour tout ce qui est équipement électrique. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Donc on a cette goulotte là, ça sera le courant fort finalement. Et puis j'ai mis une goulotte là de récup que j'avais dans mon stock pour le courant faible. Le tableau du courant faible, le tableau de communication, ça sera celui-là. Attention, hein, mon tableau de communication, ça va être un tableau de communication de ras d'égout, comme d'habitude. Là, je m'occupe de démêler tout ça, de mettre au propre, de préparer la dernière étape qui va être le raccordement au tableau électrique et au tableau de communication. Bon, je vous montre ce qu'on a fait. On a dû partir faire des dépannages. Bon, et comme toujours, c'est chiant. On peut difficilement profiter d'un bon élan de lancer et bam, on a un petit truc qui nous tombe dessus. Mais c'est pas grave. Je vous montre la préparation, la prochaine étape, prochain passage sur ce chantier, ça sera le câblage du tableau. Néanmoins, là, on y voit un peu plus clair. Donc là, vous voyez, il y avait tout le faisceau qui était en vrac complet, qui est du coup réparti dans plusieurs éléments de goulotte. Ici, en fait, là, il y aura une petite trappe amovible, d'accord, et les caches de finition commenceront ici, à partir de cette hauteur-là. Enfin, un peu plus haut que l'arête là de la GTL, d'accord. La GTL, elle sera fermée avec une porte. On l'a fait à la dimension de cette porte-là, qui sera une porte pivotante, qui ira là, pour qu'on ne la voit pas. Dans les grandes lignes, on a ici une partie du réseau qui arrive là. Ça, c'est ma boîte de dérivation qui sera principalement de l'éclairage. Peut-être que j'aurai quelques liaisons de prise aussi pour ne pas avoir de connexion à l'intérieur du tableau de type Wago. En théorie, on ne doit pas le faire. Bon, franchement, ça ne me choque pas, moi, perso, mais bon. Si on peut l'éviter, on va l'éviter. Notre tableau électrique, il est là, ça vous m'avez vu le préparer, donc pas de problème. On a tout le faisceau ici, qui est le faisceau qui vient se raccorder à l'ensemble des disjoncteurs. On verra ça à mon prochain passage. Et sur le côté droit, ici, dans cette goulotte-là, séparée, eh bien, on a le courant faible. Et le courant faible, il va arriver ici, un côté qui est coupé de la goulotte, et ces câbles-là, qui à l'heure actuelle descendent, mais vont être dégainés, et puis rentreront ici à l'intérieur du coffret de communication, qui est le petit tableau que vous voyez là, un petit tableau additionnel au-dessus du tableau 3 rangées. Quelques éléments de plus concernant le tableau. Oui, je pensais parafoudre. Du coup, je me suis rappelé de la règle. Il y a des zones en France où vous avez besoin de mettre un parafoudre dans le tableau électrique. Un parafoudre, il peut être ici, de ce côté ou là. C'est un élément qui va vous protéger des surtensions atmosphériques, je crois qu'on dit.
c'est-à-dire en gros de l'orage et des surtensions qui pourraient endommager vos appareils à l'intérieur de l'habitation. Il y a des zones en France où il est obligatoire. Le sud-est de la France, on en fait partie. Il y a aussi, je crois, Perpignan, cette zone-là, là, et puis la zone de Bordeaux, à l'ouest de la France. Je crois que c'est à peu près tout. Ça, donc, c'est des zones où le parafoudre est théoriquement obligatoire. Attention, parce que les fabricants, souvent, ils oublient de nous le dire parce qu'ils ont envie de nous vendre des parafoudres. Si les raccordements de votre habitation ne sont pas aériennes mais enterrés, eh bien, sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre un parafoudre. En tout cas, c'est le début de la règle que je vais essayer de pousser auprès du constituel. Et nous, chez nous, ça tombe bien, nos réseaux d'alimentation EDF sont 100% enterrés, que ce soit sur le terrain, mais aussi côté voirie. Hein, d'accord ? Si vous avez rivé de la voirie, que c'est aérien, et puis que sur votre terrain, c'est enterré, parafoudre obligatoire. Mais si 100% est enterré, on n'en a pas besoin. Donc là, je vais considérer qu'on n'en a pas besoin. Pour le reste des normes, on regardera ça ensemble au moment où je câblerai les tableaux électriques. Je vous donnerai des éléments, mais encore une fois, sur ma chaîne, j'ai déjà un tuto où normalement, j'évoque pas mal de choses. Et allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bon, c'est tout de suite pour vous, mais pour moi, c'est à la semaine prochaine. Bye bye. C'est parti pour le tableau électrique. Première chose que l'on va faire, je ne vais pas revenir sur tout. On va regarder ensemble les principales étapes. Première étape, on gère tous les fils de terre. C'est-à-dire qu'on va séparer des alimentations, c'est-à-dire de la phase et du neutre, le vert jaune, et on va tous les faire converger de la même manière dans le tableau à un endroit pour arriver aux barrettes de connexion, pour que ce soit propre, pour que ce soit clair, et pour que ça prenne aussi le moins de place possible. Et ensuite, petit à petit, eh bien, on va venir raccorder chaque ligne. Vous allez voir ça dans un instant. Bon, mes petits canards, j'arrête là l'épisode numéro 15, mais vous inquiétez pas, le câblage du tableau électrique et toute la fin du chantier électricité, vous allez le voir dans le prochain épisode. Avec d'autres choses aussi pour faire varier un peu les plaisirs. C'est pas un tuto qui va vous permettre de devenir électricien. La tête que j'ai, oh là 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 là. Hein, c'est pas, je suis pas là en train de faire un cours théorique pour des futurs électriciens. Je vous donne mes trucs et astuces. Donc prenez ça en tant que tel, parce qu'il est évident que quand je faisais le montage de la vidéo, je me disais, mon Dieu, mais là, il faudrait préciser ça, il y a des cas particuliers, etc. On peut pas tout voir ici, d'accord? Donc vraiment, prenez ça comme des petites astuces. Et puis, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, vous n'êtes même pas obligé de regarder mes vidéos. Je dis ça pour les puristes électriciens qui vont m'envoyer des commentaires. A très vite pour le câblage du tableau électrique. Mes petits canards, merci d'avoir regardé l'épisode 15 jusqu'au bout. C'était très long, électricité. Sans doute que ça a saoulé certains, je suis désolé. Le prochain épisode, l'épisode 7, sera beaucoup plus divers et varié. Donc il y en aura pour tous les goûts. Beaucoup de délai parce qu'une semaine de vacances au milieu. Et puis un petit chantier qui s'annonce derrière moi. On m'a demandé de faire un devis pour remettre cette maison à l'endroit. Le maçon, quand il l'a construit, a pris les plans à l'envers. Et voilà le résultat. Donc voilà, il va falloir que je fasse un devis pour ça. Peut-être que ça fera des tutos que vous verrez sur la chaîne. Allez, à bientôt mon petit canard. Merci encore de nous suivre. Et à très vite pour l'épisode 16 qui va arriver rapidement parce que c'est déjà tourné, c'est déjà presque monté. Voilà, allez, croisez les doigts. Bye bye. Et essayez de deviner où je suis.